Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec, et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy, des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Pour TVL, nous n'avons pas l'argent de l'État et nous faisons face en ce mois de juin à une situation très compliquée. Un vrai coup dur avec l'explosion de nos factures d'électricité. Votre télévision voit passer sa facture de 15 000 à 100 000 euros. Une facture multipliée par 6. Alors, téléspectateurs et amis de TVL, bougez-vous, mobilisez-vous, financez TVL contre les menteurs. C'est la seule solution. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Bernard Germain. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ancien ingénieur logiciel, aujourd'hui à la retraite. Vous publiez cet ouvrage, le voici, Déconstruire la woke idéologie chez Synthèse Éditions. Alors Bernard Germain, vous dites que le wokisme n'est pas un parti avec des militants, mais un courant de pensée avec une grille de lecture qui lui est propre. En quoi consiste cette grille de lecture ? Alors, d'abord, effectivement, il n'y a pas de parti avec des cartes. Par contre, il y a effectivement un courant de pensée. Et ce courant de pensée consiste en une remise en cause de la grille de lecture qui existait au XXe siècle, qui était une grille de lecture basée sur ce qu'on appelait la lutte des classes. Aujourd'hui, cette grille de lecture a totalement évolué. Les classes sont reniées. Et ce qui compte, c'est la lutte des races. Alors, il y a un combat contre l'homme blanc, sa société patriarcale et hétérosexuelle. Et aujourd'hui, toutes les minorités, notamment raciales, mais aussi sexuelles, sont invitées évidemment à se rassembler pour combattre cet être immonde qu'est l'homme de 50 ans, de plus de 50 ans, hétérosexuel, blanc, et qui est à la tête d'une soi-disant société patriarcale. Voilà un petit peu le cadre général qui est celui de la pensée wokiste et qui remet évidemment en cause toute l'approche qu'on pouvait avoir sur tous les plans sociologiques, politiques, etc., au siècle précédent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où nous vient ce courant de pensée woke ? Alors, le wokisme a trouvé ses origines dans ce qu'on appelle les philosophes postmodernes. Dans les tout débuts des années 70 en France, suite au mouvement de mai 68, et c'était notamment des personnes comme Derrida, Bourdieu, Foucault, Badiou, vous les citez tous, Barthès, Deleuze, voilà. Barthes, pardon. Alors, ils avaient comme particularité de considérer que d'abord la classe ouvrière était devenue une classe complètement abrutie, qui ne méritait plus du tout l'intérêt, et avait une autre caractéristique, c'était de ne plus vouloir lutter pour le pouvoir central, mais faire avancer un certain nombre de combats, notamment pour ce qui concernait les minorités. Et donc, ils ont commencé à théoriser par rapport à ces questions-là. Ces thèses ont été reprises. Donc ces philosophes, on les appelait les déconstructeurs.
Voilà, c'est ça. On les appelait aussi les philosophes postmodernes. Voilà. Et donc, aux États-Unis, une dame a repris ces thèses qui s'appelle Judith Butler, les a fait prospérer. Et c'était qui Judith Butler? C'est une personne, une philosophe qui s'intéressait justement à toutes ces questions et qui donc a été très interpellée par les thèses de ces philosophes postmodernes parce que ça correspondait tout à fait à ce qui se passait dans la société américaine. Et donc c'est pour ça que ça a connu un écho phénoménal dans les années qui ont suivi aux États-Unis. Ça a commencé dès les années 70, le wokisme aux États-Unis? Ça a commencé à vraiment se développer un peu avant l'année 2000, et enfin, disons entre 1990 et 2000, ça a commencé vraiment à se développer, et c'est ensuite revenu en France dans les années 2010-2015. Exactement. Voilà. Alors justement, comment c'est revenu? Qui s'est emparé de cette idéologie woke en France? Alors les premiers, ça a été les indigènes de la République. Alors c'est qui ceux-là? Alors c'est Ouria Boutelja, avec son parti des indigènes de la République, qui a commencé à mettre en avant un certain nombre de thèses comme ça. Ça a été repris notamment par... d'ailleurs, elle s'en est vantée d'avoir réussi à faire percer ses idées à l'université, et notamment dans tous les secteurs qui touchaient à la sociologie. Et ensuite, ça a fini par se répandre dans les grandes écoles, les universités, et à infuser dans tout un tas d'endroits. Et dans les partis politiques, comment ça s'organise? Qui est woke aujourd'hui dans le personnel politique français? Alors, dans les partis politiques, je dirais que depuis l'extrême gauche de Mélenchon comment dirais-je, aux Républicains, les Républicains, qui se disent la droite républicaine, ça va décrescendo, mais tous sont concernés et finissent par accepter un certain nombre de... par exemple, Valérie Pécresse a subventionné un certain nombre de gens dans le cadre de la région Île-de-France qu'elle dirige, qui sont notoirement connus pour être des woke. Mais si on prend comment dirais-je, la France Insoumise et la NUPES en général, alors eux, ils sont en plein dans le wokisme. Il n'y a qu'à écouter Sandrine Rousseau, qui est Les Verts, Madame Obono, Mélenchon lui-même, etc. Ils sont tous à véhiculer des thèses. Et d'ailleurs, si on prend les partis de gauche, il y a eu un tournant par rapport à ça. C'est 2011, avec Terra Nova, le think tank du PS, qui a justement dit il faut abandonner aujourd'hui les couches laborieuses qui sont complètement abruties et qui vont de plus en plus voter Rassemblement National hier en ayant voté Front National du temps de Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, notre base électorale n'est plus du tout dans les couches laborieuses, comme il disait, ou les couches populaires. Notre base électorale, la nouvelle, c'est les immigrés et toutes les minorités sexuelles. Enfin, toutes les minorités, notamment sexuelles. Ouais. Comment vous expliquez le succès de cette woke idéologie auprès de tous ces partis, vous l'avez dit, de Mélenchon jusqu'au LR? Pourquoi se sont-ils tous ralliés à cette idéologie? Alors, je pense que c'est principalement lié à une méconnaissance complète. Il y a une rupture générationnelle qui s'est opérée. Quand on prend par exemple ce qu'était la gauche du temps où elle représentait quelque chose, je parle sur un plan identité. Georges Marchais, Mitterrand, enfin toute cette période-là. La gauche avait un message, comment dirais-je, de combattre pour une société plus juste, une meilleure répartition des fruits du travail, etc., etc. Et aujourd'hui, quand on prend les thèses qui sont développées, elles n'ont strictement plus rien à voir avec ça. Et donc, il y a eu une cassure, une rupture générationnelle, et la plupart des militants de gauche, enfin ce qu'on appellerait de gauche, moi j'appelle ça d'extrême gauche, mais aujourd'hui, la plupart ne savent absolument pas ce qu'était la gauche à leur époque. Et c'est basé sur une ignorance, le fait que l'abandon des thèses qui étaient les thèses classiques de la gauche ait été abandonné.
elle ne pourrait pas avoir été abandonnée s'il n'y avait pas eu cette rupture générationnelle, cette coupure dans les connaissances, dans le culte de ce qu'avaient fait les anciens, etc. Voilà. Donc il y a eu une vraie rupture. Et ça s'est traduit par Terra Nova sur le plan de l'électorat. D'un jour à l'autre, ils ont déclaré les couches laborieuses ne nous intéressent plus. Et politiquement, bah évidemment, tous les concepts qui tournaient autour de la lutte des classes et qui défendaient les couches laborieuses ont évidemment été abandonnés. Et comme les jeunes aujourd'hui à l'école n'apprennent plus rien, si on leur apprend il faut sauver la planète, mais ils savent plus ni lire, ni écrire, ni compter, donc ils ne connaissent pas l'histoire, et donc évidemment toutes ces questions-là, ils savent même pas que ça existe. Comment vous expliquez justement ce basculement idéologique de la gauche vers cette idéologie woke ? Je pense que sur le fond, le vrai basculement s'est fait au moment du basculement sur l'Europe. C'est-à-dire que tous ces gens-là... Maastricht. Ouais, tout à fait. C'est le vrai point de rupture de la gauche qui fait qu'elle a basculé définitivement dans ce que j'appelle le mondialisme. Et donc, elle était déjà internationaliste. Mais ouais, non, mais là, internationaliste, c'est pas du tout la même chose. Elle était internationaliste du temps où elle était la gauche, où elle disait prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et l'objectif était justement de construire le socialisme à l'échelle internationale. Là, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est mondialiste dans le sens mondialisation, disparition des nations, disparition de la lutte des classes, triomphe des races, etc. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Et que ce soit, d'ailleurs, c'est très frappant, si vous prenez les islamistes, si vous prenez les wokistes, ou si vous prenez les mondialistes genre Macron, ils sont tous d'accord sur les mêmes objectifs. Détruire les nations, enfin nos nations, notamment européennes, détruire notre culture, notre identité, voilà. Et ils le font tous pour des raisons qui sont les leurs. Les islamistes parce que ils veulent conquérir l'Europe pour en faire une terre d'islam. Les islamistes parce que les mondialistes parce qu'ils veulent réduire l'Europe à une zone géographique dans laquelle il n'y a plus de nations, plus de culture, il y a plus des consommateurs dans le cadre d'un marché très large, et peu importe que le consommateur s'appelle Mohamed, Peter, Kevin, Pierre ou je ne sais Pietro ou je ne sais trop quoi. Voilà. Et donc tous ces gens-là ont évidemment des objectifs en commun qui sont la destruction et ils se retrouvent tous sur les mêmes objectifs. Alors on l'a évoqué, la pensée woke est née initialement en France, elle a été reprise aux États-Unis. Comment cette idéologie est financée? Qui sont ses soutiens? Alors, avant de répondre à votre question, je veux revenir sur un point tout à fait fondamental. C'est lié d'ailleurs à l'histoire des États-Unis. Pourquoi est-ce que ces idées-là ont tellement bien marché aux États-Unis? Parce qu'au XVIIe siècle, il y a eu une émigration massive des protestants d'Europe, mais principalement d'Angleterre, vers les États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque? Il disait la société que nous quittons est une société qui est traversée par tout un tas de choses qui sont insupportables et qu'il nous faut absolument abolir. Et donc nous partons vers un monde totalement nouveau dans lequel nous allons pouvoir reconstruire sur des bonnes bases un monde entièrement nouveau. Eh bien, c'est la pensée fondamentale du wokisme. C'est-à-dire, ils veulent déconstruire le monde, parce que là, ils ne peuvent pas partir vers un nouveau monde. Donc, ils veulent déconstruire le monde qui est le nôtre et rebâtir un monde débarrassé de ces tares, ou en tout cas des tares que eux considèrent que nous avons. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais dire, qui me semble tout à fait essentielle. Et pour revenir à votre question sur le financement, pourquoi est-ce que les grandes entreprises, notamment Coca-Cola, Disney, Netflix, Apple, Microsoft... Pourquoi est-ce que tous ces gens-là soutiennent le wokisme? Parce qu'ils sont mondialistes et que le wokisme va dans le sens de l'instauration de ce mondialisme. Donc ils soutiennent évidemment tout ce qui va dans le sens de leurs souhaits politiques. Alors, au cœur de cette nébuleuse woke, on retrouve le lobby LGBT. Pourquoi vous dites que ce lobby est en train d'imposer la dictature, une dictature? Alors, ça me permet d'ailleurs de vous dire une première chose, c'est que si je devais résumer en une phrase ce qu'est
l'identité politique du wokisme, je dirais, c'est la dictature des minorités. Voilà. Sur la majorité. Ça, c'est l'élément fondamental. Pourquoi est-ce que les LGBT sont importants comme exemple ? Parce qu'ils nous ont montré dans les faits comment ils procédaient. Alors, l'homosexualité en soi, enfin en tout cas pour moi, ne me pose strictement aucun problème, c'est une affaire privée. Eux en ont fait une affaire politique, pour les raisons que je viens d'indiquer, et ça a commencé par le Pax, donc ils ont voulu se paxer, après ils ont voulu pouvoir se marier, ce qui entre guillemets était pas franchement très révolutionnaire, de vouloir faire comme les bourgeois et se marier. Moi, ça m'a fait rigoler. Et bien évidemment, une fois qu'ils ont été mariés, le problème de la descendance s'est trouvé posé. Et là, on a commencé à rentrer dans le dur, notamment ce que j'appelle le droit de la filiation. Donc, maintenant, sur les livrets de famille, il y a parent 1, parent 2. Il n'y a plus le père, la mère, ce qui est d'ailleurs rejoint les wokistes et tous les problèmes avec les trans, etc. Enfin bon, donc voilà. Et ils ont commencé à obtenir des avancées par rapport à ça. Alors, la PMA, la procréation médicalement voilà. assistée. Alors avant la PMA était réservée aux couples hétérosexuels ayant des difficultés à avoir des enfants. Tout à fait. Et donc on a élargi le champ. Et on a décrété que, comme ils étaient mariés, notamment les couples de femmes, et que ils pouvaient disposer d'un certain nombre de gamètes pour pouvoir faire des enfants, on leur a donné la possibilité de faire des enfants en élargissant la PMA. Et le problème qui est posé derrière, et qui va arriver, c'est celui des hommes. Oui, parce que la PMA est réservée aux femmes, on comprend pourquoi. Mais au nom de l'égalité des sexes, on ne peut que aller vers la GPA, la gestation pour autrui. Alors justement, la nature est épouvantable, puisque contrairement à ce que disent notamment tous ceux qui soutiennent les trans, oui, il y a des hommes et des femmes. Désolé, mais on ne peut pas faire de bébé s'il n'y a pas un homme et une femme, d'accord ? Ou en trouvant des médiations comme la PMA. Mais il faut forcément un homme et une femme, d'accord ? Et on se trouve confronté à ce problème politique totalement absurde, à savoir que les hommes maintenant réclament de pouvoir faire des enfants. Mais désolé, ils ne peuvent pas. Donc il va falloir que des femmes jouent le rôle de tierces personnes pour leur permettre de réaliser leur projet d'avoir des enfants. Et donc c'est la marchandisation des corps qui est derrière. Je rappelle au passage que un des pays dans lequel il y a le plus de PMA, c'est l'Ukraine. Dans laquelle c'est quasiment une institution, les mères porteuses, et qui vendent leur corps, alors pour diverses raisons, peu importe, la misère, etc. N'empêche que la marchandisation des corps est en route. Et donc on est à la limite de franchir sur le plan éthique des choses qui étaient impensables il y a encore une trentaine d'années. Du genre. Justement, de pouvoir acheter un enfant. Et alors, il y en a qui vont même encore plus loin, puisqu'il y a un certain nombre de laboratoires qui travaillent à pouvoir produire des enfants comme vous le voulez. Donc ça s'appelle l'eugénisme. Alors, au bout du compte, oui, c'est de l'eugénisme. Mais on vous dit, est-ce que vous préférez un enfant aux yeux bleus à la carte. Voilà, c'est ça, à la carte. Et ce faisant, on va franchir la dernière barrière éthique qui est l'eugénisme. Et je rappelle quand même que au siècle dernier, celui qui a encouragé ça et qui l'a pratiqué ouvertement s'appelait Adolf Hitler, avec la race aryenne. Donc là, ça commence à poser des problèmes. Eh bien, si on reprend ce que je disais au départ, une minorité a fait changer à l'ensemble de la société tout le droit de la filiation pour ses revendications ultra-minoritaires, et on a décrété qu'il était normal de s'aligner non pas sur le fait majoritaire, et ultra-majoritaire en l'occurrence, mais sur le fait minoritaire qui impose sa loi à la majorité. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le wokisme, c'est la dictature des minorités sur la majorité. Alors, avec l'exemple LGBT, c'est absolument indiscutable. Mais c'est la même logique et la même façon de faire
dans d'autres secteurs. Alors, vous dénoncez aussi l'omniprésence du mensonge dans les thèses du wokisme qui s'infiltre partout, dites-vous, surtout à l'école. Alors, c'est quoi les mensonges les plus frappants de cette idéologie woke? Je vais vous en prendre 2 exemples. Le premier, c'est la colonisation. La société blanche est réputée être une société épouvantable dont les ancêtres étaient d'abominables individus. Qui ont été martyriser les peuples, les vampiriser, profiter de leurs richesses, etc., etc. C'est un mensonge éhonté. C'est la gauche qui a inventé la colonisation. Ça a commencé par Gambetta, Jaurès, le président de la Ligue des droits de l'homme, etc. Et d'ailleurs, je cite leur déclaration dans mon livre, et ce sont ces gens-là qui... Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand même les arguments qu'ils employaient. Ils expliquaient quand même que c'était le devoir des peuples supérieurs d'éduquer les peuples inférieurs pour les amener jusqu'à leur niveau. Mais ça restait des blancs quand même, tous ces hommes de gauche. Mais ce qu'ils oublient peut-être mais de enfin, dire, ce que je veux dire par là, ouais. c'est qu'on en dirait le 10e aujourd'hui, vous iriez directement devant la 17e chambre correctionnelle. Peut-être aussi rappeler que le colonialisme concerne toutes les populations du monde. Tout le monde a colonisé tout le monde, en fait. Ah oui, non, mais moi je parlais pas de ça. Moi, bien sûr, il y a eu des colonies dont beaucoup de peuples sont à l'origine. Moi, je vous parlais simplement de la France pour essayer de réduire un petit peu le débat. Mais donc voilà un premier mensonge éhonté. Pourtant, dans les manuels d'histoire qu'on présente aux enfants, on explique que c'est, en l'occurrence, des gens de gouvernements conservateurs, etc. Je rappelle qu'à l'époque, quand même, en 1870, la France a perdu la guerre contre l'Allemagne. On a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et la droite, justement, disait, à l'époque, mais nous, on n'est pas du tout intéressés d'aller coloniser les pays. Ils disaient, planter le drapeau sur des terres où il n'a jamais été. Nous, ce qu'on veut, la priorité, c'est récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et donc, ils étaient ce qu'on appelait des revanchards. Mais ce qu'il y a dans les manuels d'histoire est un mensonge éhonté. Le deuxième mensonge que je peux vous indiquer, c'est ce qui concerne l'esclavage. Alors, il y a même une loi mémorielle qui a été présentée par Madame Taubira, loi qui a consisté à faire, comment dirais-je, à reconnaître l'esclavage, notamment des Blancs européens et des Français, et à demander pardon pour cela, etc. Et elle a juste oublié un détail, cette brave dame. Alors d'abord, c'est que nous, ça a duré 3 siècles, et elle a juste oublié une chose, c'est la traite arabo-musulmane, qui a duré 13 siècles, d'accord, et qui a fait 20 millions de morts. Et quand on lui a demandé, c'était je crois l'Express ou Le Point qui lui avait posé la question, mais pourquoi n'avez-vous pas parlé de la traite arabo-musulmane? Madame Taubira a répondu, parce qu'il ne faut pas faire porter le poids de l'action des générations précédentes sur les épaules des jeunes de banlieue d'aujourd'hui. Ah ben ça c'est extraordinaire. Alors nous, vis-à-vis des wokistes, on doit demander repentance pour ce qui s'est passé il y a des siècles, mais par contre, les jeunes de banlieue ne doivent pas être culpabilisés pour les horreurs, parce que ce sont de véritables horreurs et un génocide. Et il y a Tidjane Ndiaye qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le génocide voilé, qui raconte justement tout ce génocide de la traite arabo-musulmane. Tout ça est caché aux Français. Alors, vous me posiez tout à l'heure la question, comment ça se fait que les jeunes générations arrivent à gober tout ça? Parce qu'on leur raconte toutes ces histoires. Et aujourd'hui, il y a un véritable embrigadement de masse au travers de l'école et une décérébration de masse de toutes ces populations en réécrivant l'histoire et en trompant tout le monde. Quel est le but, Bernard Germain, le but final de ces combats minoritaires du wokisme? Pour moi, c'est simple. Je dirais que c'est de mettre en place, d'abord de détruire notre société blanche, hétérosexuelle, patriarcale, etc., comme je l'ai dit, et de mettre en place une société que moi j'appelle autoritaire, voire totalitaire, du style de celle que décrit George Orwell dans son livre 1984. Et je pense d'ailleurs qu'on retrouve dans ce livre tout un tas d'aspects
Il y a la novlangue, il y a les trous de mémoire, l'histoire qui est réécrite au fur et à mesure, des besoins du pouvoir, etc., etc. La police de la pensée, Big Brother. Absolument. C'est totalement sidérant. Si on prend la peine de lire 1984 de George Orwell, c'est totalement sidérant de voir à quel point ça ressemble à la société qu'on est en train de vouloir nous appliquer. Pourquoi vous dites, et ça sera mon avant-dernière question, Bernard Germain, pourquoi vous dites que la France est absolument stratégique à la réalisation de ses objectifs woke ? Écoutez, parce que la France a tenu historiquement une place au niveau de l'histoire du monde, on va dire. Elle a toujours été un phare. À travers les arts, les lettres, l'ensemble de ses activités politiques, etc., etc. Et que donc, si aujourd'hui la France devait capituler et se transformer en pays dominé par les woke, c'en serait fini de l'Europe qui verrait l'ensemble des autres pays basculer assez rapidement dans ces théories. Par contre, compte tenu de la place que je viens d'indiquer qu'avait la France et qu'a encore un peu la France, si effectivement nous avons un pôle de résistance, je crois qu'on ouvrira la voie à une belle résistance au niveau européen et que j'espère on arrivera à mettre en échec toutes ces théories. J'ai juste une chose à rajouter qui me paraît très importante pour le développement de ces idées. Ces idées, elles progressent d'abord par le haut. C'est-à-dire que si vous allez dans la rue aujourd'hui, que vous parlez avec les gens, la plupart des gens ne savent pas exactement ce qu'est le wokisme. Par contre, tous nos dirigeants de demain qui sont formés dans les grandes écoles aujourd'hui, eux sont largement frappés par le problème. Que ce soit l'ENS, l'École nationale, l'ENS, Sciences Po, les facultés, etc. C'est dans ces structures que vont être formés nos dirigeants de demain. Et eux sont totalement touchés par le phénomène. Et donc, quand ils seront au pouvoir, ils auront tendance certainement à mettre en œuvre, à prendre des décisions qui seront inspirées par cette idéologie. Et c'est pour ça que c'est très important de combattre à tous les niveaux. Quand par exemple il y a des conférences qui sont interdites dans les facs, même quand ce ne sont pas des gens d'extrême droite comme ils disent, mais par exemple Madame Agazinski, simplement parce qu'elle refuse des thèses féministes et trans, qui est interdite, il faut qu'il y ait une mobilisation des jeunes pour faire que la liberté d'expression soit respectée. Et on peut prendre des exemples dans plein d'endroits sur des sujets comme ça. La résistance est indispensable. Et alors, vous êtes un écrivain prolifique, Bernard Germain, puisque vous avez écrit un livre à la suite de celui-ci. Le voilà, Callac, la mère des batailles. Alors, qu'est-ce qui se passe à Callac, au fait ? À Callac, on a gagné. C'est-à-dire qu'il y avait un projet qui d'ailleurs rejoint tout à fait les théories woke, qui était de créer un village multiculturel. C'est en Bretagne, Callac. Voilà, Callac, c'est à côté de Guingamp, qui se trouve à côté de Saint-Brieuc, donc dans le département des Côtes-d'Armor. Et donc j'ai été l'un des principaux animateurs de ce combat, avec notamment Pierre Cassan, avec Daniel Blin, avec Catherine Blin et Daniel Lemaine, qui ont été avec nous les principaux animateurs de ce combat. Donc la population s'est mobilisée et elle a découvert quelque chose qui est tout simple. Donc c'était le projet de repeupler les campagnes françaises avec des clandestins. Ils voulaient ramener dans un village de 2200 personnes plus de 500 000... Des réfugiés, oui. C'est même pas des réfugiés, c'est des migrants. Et donc ça faisait 25% du village. Et les gens n'ont pas accepté, simplement parce qu'il y avait des millions pour les migrants et il n'y avait pas un centime pour les habitants pauvres de Callac ou ceux qui sont dans le besoin. Quand les gens ont découvert ça, alors au départ, ils étaient un peu perplexes, ils savaient pas trop quoi penser. Quand ils ont vu ce qu'était la réalité du projet, ils ont dit non, arrêtez tout. Ils se sont mis avec nous et effectivement, on a gagné. Ils ont été obligés d'arrêter leur projet. Et comme c'était le premier grand projet, donc on l'a appelé Callac, la mère des batailles. Ce qui va se passer un peu partout, à une moindre échelle, parce qu'ils ont tiré quelques leçons de ce combat, mais avec l'installation de tout un tas de CADA partout en France, dans le cadre de la politique qui s'appelle la transition démographique, mis en place par le président Macron dans la réunion qu'il a fait avec tous les préfets le 15 septembre 2022 à l'Élysée.
et qui aujourd'hui sont chargés de mettre tout ça en œuvre. Vous êtes la preuve vivante que, en se mobilisant, on peut obtenir des résultats. Bernard Germain, je rappelle donc le titre de l'ouvrage pour lequel vous êtes venu, principalement déconstruire la woke idéologie, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. C'est publié chez Synthèse Éditions. Comme ce livre. Et le dernier, Calac, également chez Synthèse Éditions. Merci à vous, Bernard Germain. Merci à vous de m'avoir reçu.